Monsieur Crescenzo, pouvez-vous nous décrire le monde littéraire de l'auteur sud-coréen, justement Lee Sung-woo, et sa présence chez les lecteurs francophones? Alors, un jour, un journaliste très connu en France a dit que Lee Sung-woo était l'écrivain coréen préféré des Français. Donc on ressort toujours ce petit slogan en permanence. Il a une œuvre qui est assez importante pour un auteur coréen en France, puisqu'il a, je crois, 6 romans traduits, plus un recueil de nouvelles. Et c'est un auteur qui est apprécié, qui a fait alors du point de vue des ventes au moins, il a eu deux gros succès de librairie. Et son univers c'est très très curieux parce qu'il est forcément ancré dans le territoire coréen, puisqu'il est coréen, en plus un coréen du sud de la Corée, du Jeollado, et en même temps, ses références sont très européennes, notamment en matière soit de textes bibliques, la Bible est très présente dans son œuvre, soit en matière de mythes qu'on peut trouver dans des mythes scandinaves, des mythes d'Asie orientale, d'Asie centrale, etc. Et donc on sent cette proximité de l'auteur vis-à-vis d'un public français habitué à lire des choses de cette manière-là. Vous êtes chercheur et fondateur de la revue Keulmadang, la revue francophone spécialisée dans la littérature coréenne. Et Kim Ye-kyung, vous êtes enseignante-chercheuse à l'université d'Aix-Marseille. Alors pouvez-vous vous présenter chacun à votre tour vos activités professionnelles? Je commence. Alors, j'enseigne à partir... J'ai commencé à enseigner la langue coréenne à partir de 2003 à Aix-Marseille Université. Alors, justement, c'est Jean-Claude Crescenzo, il a fondé les études coréennes à cette université-là. Alors, comme ça, je suis venue à Aix. Jusqu'à maintenant, cette année-là, ça fait exactement 20 ans que j'enseigne la langue coréenne ainsi que la traduction. Plutôt, je m'occupe de la traduction de la littérature coréenne au niveau de master. Et en même temps, je m'occupe évidemment, je travaille pour la traduction aussi. Et puis, je m'occupe des études coréennes à la section coréenne à Aix-en-Provence, à Aix-Marseille Université. Et voilà, donc au début, j'ai commencé à enseigner avec 3 étudiants de Master en négociation internationale. Alors aujourd'hui, on a à partir de première année de licence jusqu'au doctorat, approximativement, je vais dire, ils sont 260. Alors, mais pourquoi 260? Parce que c'est maintenant, depuis 5 ans, il y a le nouveau système d'entrée à l'université qui s'appelle Parcoursup. Maintenant, c'est en quelque sorte, on choisit, on filtre les élèves. Alors, donc, on a 75 places pour les études coréennes à Aix-en-Provence. Alors, chaque année, il y a 2000 candidats. Énorme. Après avoir fondé les études coréennes à l'université Aix-Marseille il y a 20 ans, en même temps, j'ai créé la revue de littérature coréenne qui s'appelle Keulmadang en 2009, qui existe toujours, qui est à la fois sur le web, où chaque semaine il y a des nouveautés qui paraissent, et puis elle est aussi en librairie, une fois par an, approximativement, on fait paraître la revue en librairie. Ça, c'était en 2009, et en 2011, avec Franck de Crescenzo, mon fils, et Kim Ye-kyung, on a créé la maison d'édition de Crescenzo Éditeur, au motif qu'il ne se publiait pas beaucoup de romans coréens à cette époque-là. Je crois qu'en 2011, il devait se publier au total 10 livres coréens, quand on comprend la littérature enfantine. Et donc on s'est dit, mais à ce moment-là, on n'a pas assez de matière pour faire une revue littéraire, on va créer notre maison d'édition. Et puis, elle existe toujours, on a publié 75 titres coréens depuis. Et aujourd'hui, ayant pris ma retraite de l'université, je me partage entre mon travail d'écrivain. Donc j'ai fini un livre sur Lee Sung-woo, j'ai fini un livre sur la littérature coréenne. Je viens de terminer un 2e livre sur l'œuvre de Lee Sung-woo, qui sera publié sans doute l'année prochaine. Je viens de finir un livre sur des photographes coréens, où j'ai commenté des photos textualisées donc.
Je me partage entre ce travail d'écriture, un travail de conférencier. Je donne deux à trois conférences par mois. Que pensez-vous de la place de la littérature coréenne contemporaine dans le marché francophone? Est-ce qu'elle a connu une évolution? Alors c'est net, des quelques 10 livres qui se publiaient en 2011, aujourd'hui je ne suis même plus au courant de tout ce qui se produit. Heureusement que les autres éditeurs m'envoient des services de presse. Il se publie énormément. Les auteurs qui faisaient les beaux jours de l'édition coréenne en France sont évidemment des auteurs vieillissants et qu'ils ne publient donc plus. Beaucoup sont décédés. Je parle de la période là 90. Beaucoup sont décédés et donc est arrivée une nouvelle génération. D'ailleurs, c'est nous qui l'avons introduit en France. Les Kim Il-sung, Kim Jun-hyuk, Pyeon Hye-yeon, etc. Han Yu-ju, Kim Tae-yeon. Et avec cette nouvelle génération est arrivée encore une autre génération, comme toujours, à partir des années 2015 approximativement, où maintenant on peut considérer que la littérature coréenne a pris une place intéressante, au moins du point de vue de nombre de traductions. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle bouleverse énormément de secteurs économiques et la traduction n'y coupe pas. Pour vous, l'IA va-t-elle remplacer les traducteurs et interprètes à terme? Alors, en ce qui concerne la traduction, probablement que les langues romanes sont plus menacées que des langues éloignées de la langue française comme le coréen, le japonais, le chinois, le russe, etc. La proximité linguistique des langues romanes risque effectivement de poser un certain nombre de problèmes aux traducteurs. D'ailleurs, quand on passe des langues européennes aux traducteurs automatiques, ne serait-ce que celui de Google, on s'aperçoit qu'il y a eu des progrès phénoménaux. Quand on met du coréen en traduction automatique, c'est pas possible, il faut tout reprendre. Donc je ne pense pas que l'IA menacera la traduction d'une langue comme le coréen. Il n'est pas impossible que ça modifie par contre la pratique du traducteur, qui, on pourrait dire en quelque sorte, ferait faire un premier passage à une IA et puis interviendrait parce que ce qui relève des sentiments, des odeurs, des couleurs, de l'ambiance, etc., l'IA ne sera, à mon sens, pas capable de les restituer. Et puis le dernier point, c'est que les écarts culturels entre les deux pays, quand bien même ils sont en train de se lisser pour cause de mondialisation, il n'en demeure pas moins qu'il reste des particularités culturelles coréennes que je doute que l'IA se mette à les apprendre pour les traiter en traduction. Donc pour ma part, en tout cas pour ces langues-là, les langues éloignées de la langue française, je ne suis pas inquiet. On voit aujourd'hui que la littérature évolue, ne serait-ce que par comment je pourrais dire ça, par le nombre des lecteurs on a l'impression des fois que ça diminue, alors que les lecteurs sont plus exigeants, ils veulent aller voir ce qui se passe à l'étranger. Et vous, votre vision justement du monde de la littérature, quel est-il? Et est-ce que vous avez un mot pour vos lecteurs? Il est certain que la lecture est en crise un peu partout dans le monde. La Corée n'y échappe pas. Il y a 20 ans, on voyait dans le métro des gens lire des livres. Aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Donc il y a une crise de lecture un peu partout. Cependant, pour la France, on sent que les littératures étrangères sont en train de peiner. Hormis la littérature évidemment anglo-saxonne qui représente désormais 62% des traductions, ce qui est considérable, c'est le même chiffre en Corée au demeurant. Hormis donc l'anglo-saxon plus exactement, les langues traduites souffrent un peu. Et le coréen représente toujours une portion extrêmement congrue, c'est entre 0,1 à 0,3% des traductions. Donc c'est pas beaucoup. Si on rajoute le fait qu'aujourd'hui, plutôt que lire des livres, les gens préfèrent aller dans les pays parce que c'est plus facile, parce qu'on prend l'avion facilement, parce que c'est moins cher d'aller dans tel pays du sud-est asiatique ou autre, on peut légitimement être inquiet de cet avenir de la littérature. Cependant, c'est quand même une grande question. Il y aura en février un colloque sur l'avenir de la littérature coréenne auquel je participerai. Et si j'avais un mot, donc, puisque vous me le suggérez, à dire à nos lecteurs, continuez de lire, continuez de
de supporter la différence. N'exigez pas la banalisation mondialisée d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre. Acceptez l'écart culturel, immergez-vous, réfléchissez et tentez de trouver du plaisir si vous pouvez. Alors pour finir, partagez avec nous vos projets ou résolutions pour la nouvelle année 2024. Kim Hye-kyung. 2024. Alors, je n'ai pas encore fait, hein, mais bon, c'est au fur et à mesure, c'est durant l'année qui est cool. Moi, j'ai pensé, c'est plutôt, mais j'ai commencé à traduire un autre roman. Alors, ben, il faut, je suis obligée de finir cette traduction à la fin du mois de mars. Et après, je vais reprendre la traduction d'un autre roman de Lee Sung-woo. Et en même temps, j'espère que j'aimerais bien de me consacrer beaucoup plus sur la recherche. Pour ma part, j'ai assez bien publié en 2023. J'ai 2 projets de livres en cours pour 2024 où j'essaie de faire l'aller-retour entre littérature et société, puisque ma formation est essentiellement en sociologie. Je publierai un livre normalement sur l'œuvre de Lee Sung-woo, mais une manière un peu particulière d'aborder son œuvre, que je ne dévoile pas pour l'instant, qui sera, je pense, original en Corée. Et puis un autre livre sur mes étonnements. Ce qui m'a étonné en Corée depuis que je viens, depuis un peu plus de 20 ans. Et je ne sais pas s'il sera publié en Corée, mais en tout cas, il devrait être publié en France. Et puis ensuite, je vais attaquer un gros chantier sur la poésie coréenne.